Attends, visiblement. Voilà. Oui. Donc, je vais vous parler de Voto. Peut-être pas exactement de la façon dont Yannick vous l'a annoncé, c'est-à-dire pas autant sur les recherches. Je suis à la recherche des recherches. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs choses. Oui, mais ça, c'est pas nous. C'est embêtant. Attends, on va y arriver. Vous trouvez votre Si. Attends. Journée archéo, c'est ça. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est le matin, ça. Ah oui, Non, alors c'est c'est l'après-midi. alors, Revenez en arrière. Attendez. Vas-y. Je ne sais pas où vous êtes. Alors, Ah oui, vous parce êtes que j'ai cliqué même, donc c'était pas bon. midi. Ah, si. Besançon, Révolution. Ah, journée archéo, ça doit être ça. Tu vois? Un PowerPoint. Oui, c'est ça. Excusez-moi. Donc, je vais vous parler de Voto, mais d'un point de vue peut-être un petit peu différent, puisque je ne suis pas archéologue, ni même historienne. Je suis simplement, depuis quelques mois, la présidente de l'association Renaissance du Château de Voto, dont l'objet est essentiellement la sauvegarde, un peu mise en valeur et animation dont je ne parlerai pas, protection et étude de ce petit château fort médiéval qui est situé sur la commune de la Grande-Verrière, plus précisément aux confins des communes de la Grande-Verrière, Montelon et Lézy, en position, disons, de contrôler la route d'Autun à Bibracte. Pendant une bonne moitié du XXe siècle, ce château a été une sorte d'objet de curiosité et on a un certain nombre de dessins, aquarelles, etc. et toute une série de cartes postales. Là, vous avez une carte postale qui nous donne l'état autour des années 1900, 1902-1906, il y a eu plusieurs séries de cartes postales. Il a fallu attendre les années 2010 pour qu'il y ait une conjonction d'initiatives, des inventaires, prospections, etc. et donc de rencontres entre des passionnés d'histoire locale, des membres du CECAB, le Centre de castellologie de Bourgogne, dont plusieurs représentants et le président sont dans la salle, et pas Non. vidéo pardon également l'université de Bourgogne. Normalement, ça c'est une vidéo. Si tu cliques là-dessus, ça doit passer. Et qui a été réalisée l'an dernier par Antoine Belot, qui a commencé à s'intéresser avec le service archéologie de Château. C'est une vidéo, mais bon. Ce livre, ça fait rien, passe à la suivante. C'est une image, c'est fixé. Ouais. Ah, mais je la vois pas là. Ah ben oui, je vais la faire sur l'écran si je peux, mais... Ouais, ça vous donnerait une idée de... Oui, mais moi je l'ai pas sur l'écran. Je l'ai pas sur l'écran. C'est dommage parce que vous auriez une vue assez générale, mais ça fait rien, je vais continuer. La publication que j'évoquais, qui a été, qui s'appelle Le Château et la Seigneurie de Voto en Autunois, avec une partie histoire et architecture, faite pour une première partie sur l'histoire. Bon, on n'aura rien de plus là-dessus, a été l'occasion d'une prise de conscience de l'intérêt de ce château pour un certain nombre de gens, et en particulier par le propriétaire, qui a donné lieu à la création d'une association et surtout la signature d'un bail amphithéotique en 2018. Alors sur le château lui-même, je disais une première partie historique. On a la chance d'avoir sur ce château un certain nombre d'archives, et en particulier la première mention écrite qu'on ait trouvée, c'est 1209, cartulaire d'Autun, à propos de la chapelle. Et dans les années qui ont suivi, la désignation du premier, en tout cas pour nous, connu du seigneur de Voto, Guy de Voto.
Il a fallu attendre le milieu du XIIIe pour avoir plus d'informations sur le fief, la famille propriétaire et une description d'une désignation de ce château comme une demeure seigneuriale avec fortification qualifiée de jurable et rendable, c'est-à-dire suffisamment importante pour être éventuellement réquisitionnée par le suzerain. On a une autre archive très intéressante qui date cette fois de 100 ans plus tard, dans les années 1375, où le château de Vauteau est pour une dizaine d'années propriété du duc de Bourgogne, Philippe de Le Hardi à l'époque, et qui décrit cette archive, qui est en Côte d'Or, décrit très précisément les travaux, les dates, les prestataires, etc. et le type de prestation. Vous avez par exemple réfection de 2 pans de murs ruinés d'environ 36 mètres de long sur 9 mètres de haut, etc. Et les bâtiments sur lesquels sont réalisés ces travaux. La deuxième partie concerne l'architecture et l'archéologie. Étude des vestiges en élévation, puisqu'il n'y a pas eu de fouilles. Valentin Chevassus n'a pas fait de fouilles en 2013-2015. Il a fait, je dirais, ce qu'il a pu, c'est-à-dire les élévations qui étaient visibles et les bâtiments accessibles, puisque vous allez le voir, les élévations étaient couvertes de végétation et certains éléments de bâtiments complètement encombrés de déblais. Alors là, j'essaie de faire ouais. Donc, ce château se situe, disons, au dernier tiers à peu près d'une colline, et vous avez des aménagements de la topographie en talus fossés, et puis ensuite, sur ce plan, vous avez les élévations encore existantes. Alors là, on a un morceau de rempart polygonal. Là, on a une courtine en moins bon état, mais qui a été quand même dégagée, je vous montrerai tout à l'heure. Celle-ci qui a été consolidée et qui mène à une tour de flanquement. Et on a aussi des éléments de courtine au nord et au nord-ouest. Les bâtiments existants, la tour proprement dite, tour-porte, avec sa tourelle d'escalier qui la dessert. Et vous avez également figuré sur ce plan un bâtiment, du moins vraiment des traces de bâtiments, notamment par prospection géophysique. C'est là où on situe a priori l'entrée dans le château. Et vous avez également dans la haute cour un départ de mur que vous verrez aussi tout à l'heure, un départ de mur vers la haute cour, d'un bâtiment qui reste indéfini. Les hypothèses vont des cuisines à la chapelle. Donc c'est pour vous dire qu'il reste encore pas mal de choses à trouver. Les premiers travaux de l'association ont consisté surtout à un dégagement de la végétation, puisqu'on était vraiment dans les bois, et aussi un dégagement des murs, proprement dit, des vestiges restants, couverts de lierre. Donc on a une mise en sécurité de toutes les ouvertures et surtout une mise hors d'eau. Là, c'est la mise hors d'eau de la tourelle qui est le bâtiment le moins mal conservé. Ensuite, on s'est attelé en 2019, 2020 et même encore 2021 à dégager les déblais. Vous avez peut-être aperçu sur la photo précédente que, bien sûr, la tour s'étant effondrée à peu près en 1965-66, s'est effondrée devant les bâtiments restants. Et donc, on s'est attelé, pelle, pioche, brouette, sous le contrôle, je vais dire, au départ et de temps en temps du CECAB. Voilà. On a sorti un certain nombre de pierres qu'au début, on n'a pas vraiment triées, et puis après, on a fait des codes couleurs en mettant d'un côté ce qui paraissait ressortir des fenêtres, des cheminées, de la voûte, etc.
On a dégagé ce passage voûté qui, à l'époque de l'étude de Valentin Chevassus, était comblé, alors devant jusqu'à peu près à la hauteur du bas des veaux de voûte et à l'intérieur qui était quand même pas mal obstrué. On a aussi dégagé, je dirais, à l'occasion d'autres bâtis, comme ici la tour de flanquement, pour permettre à des relevés, c'est Maxime Mesmer qui, dans le cadre de sa thèse sur les ouvertures de tir d'armes à feu, a fait les relevés des 4 canonnières qui sont sur la tour de flanquement. On a, en revanche, en 2021, eu l'occasion d'avoir une nacelle nous permettant de dégager l'ensemble des bâtiments. Alors là, vous avez la tour, je dirais, avant et après. Avant, on avait dégagé que jusqu'à la hauteur, enfin, ce qu'on voit bien de la tour, c'est d'une part... cette porte de pont-levis qui a été murée, je dis 7, mais peut-être de niveaux. Après, là, vous avez sur le côté une archère qui permet de dater quand même cette base de tour du XIIIe. Vous avez 2 niveaux, même 3 si on peut dire, de baies qui correspondent au 1er, 2e et 3e étage. Et puis, ce dégagement a permis de voir une niche qu'on n'avait jamais vue. Même Baudieu disait déjà que cette tour était complètement couverte de lierre, avec 2 blasons qui attestent, enfin, c'est 2 familles, Choiseul-Trave qui a occupé le château pendant 250 ans, Hugonnet de Saillant, un couple qui est attesté sur Vauteau autour des années 1500, et ce qui corrobore à peu près la date de cette phase de travaux, puisqu'il y a eu au moins 3 ou 4 phases de travaux sur ce château. Un travail, après le simple tri, je dirais, un travail de relevé manuel d'abord effectué par le CECAB et en particulier Gilles Aulois, son président. Et puis en 2021, il a dû relever une bonne centaine de pierres. Et en 2022, dans le cadre de la campagne de fouilles et relevés menée par Gaëtan Koenig, je vais y venir tout à l'heure, un travail de relevés photogrammétriques qui ont amené à la reconstitution des 2 cheminées, cheminée du 1er étage et du 2e étage. Leur localisation peut être précisée d'une part au regard de leur taille respective et aussi parce qu'on avait une photo d'amateur de la charpente dans les années 1950 qui prenait un tout petit bout de l'angle de cette cheminée qui évidemment n'a pas du tout la même forme que celle du 1er étage. On s'est attelé aussi à la consolidation, et la consolidation de la voûte de la tour-porte, consolidation là qui prend l'allure presque d'une reconstruction. On s'est aussi aperçu que la base du mur qui soutenait ce qui allait devenir la voûte, parce que la photo précédente, c'est juste au-dessus de cette partie-là, à la limite de ce qui était encore existant. La base de ce mur étant complètement fragilisée, on a remonté ce mur, et ça, c'est l'état actuel du mur. Vous apercevez là une sorte d'arrachement. On a arrêté la reconstruction du mur à cet endroit-là. Arrachement vraisemblablement du rempart. On aperçoit dans les déblais ici une petite trace d'un mur et vraisemblablement le rempart qui fermait la haute cour, si vous avez gardé en tête le plan que je vous ai montré tout à l'heure. La voûte aujourd'hui a cet aspect-là. Je dis aujourd'hui, ça c'était à l'occasion des journées du patrimoine. Elles sont juste posées à sec et pas forcément, enfin dans un ordre peut-être aléatoire, mais c'était dans un but pédagogique pour montrer dans les journées du patrimoine le type. Mais normalement, la semaine prochaine, ce sera maçonné.
On a aussi reconstitué, reconsolidé certains remparts. Là, c'était pas très compliqué de certaines courtines, et c'était aussi l'occasion d'apprendre à faire un peu de maçonnerie, disons à l'ancienne, et notamment de faire. On a eu deux petites semaines de chantier avec des jeunes. J'ai évoqué les campagnes de fouilles et de relevés. On a eu 2 campagnes de fouilles en 2021 et 22, et uniquement de relevés en 23-24. Il n'y a pas eu, Gaëtan Koenig n'ayant pas eu l'autorisation de fouilles pour ces 2 dernières années. Gaëtan travaille sur les systèmes de porterie, donc lui s'est attelé principalement à comprendre le fonctionnement du pont-levis. Et vous avez là, alors là vous avez le pied de la tour, la porte que vous aviez tout à l'heure du pont-levis. On est à peu près à 3 mètres, et là on a la pile du pont-levis pont dormant qui a été mis à jour en 2021. En 2022, il a complété les fouilles un peu plus au nord. Là, vous avez le mur que vous aviez sur la photo précédente, pour reconstituer le système de circulation qui mène au pont-levis et à la tour-porte. Un soubassement, là vous apercevez un soubassement d'une sorte de rampe qui se termine d'ailleurs par un escalier attesté dans les archives des travaux du duc de Bourgogne. Donc rapidement, on a un peu de mobilier, mais pas énormément. On a des choses peut-être intéressantes comme des enduits, notamment un enduit peint qui vous rappelle peut-être le prieuré de Mèvres ou la chapelle des Sept Dormants, donc daté du XIVe, et qui a fait l'objet d'une étude particulière par Laurence Blondeau, membre du CECAB et spécialiste de ce genre de choses. En 2023, Gaëtan a poursuivi les relevés, et à l'extérieur et à l'intérieur de la tour-porte. Donc là, au fond, vous avez la porte du pont-levis, et puis ce passage voûté que j'ai évoqué à plusieurs reprises, un pan incliné. À la base, on a 3 ou 4, enfin les traces de 3 ou 4 réaménagements de la tour. Là, on a les traces d'une première porte avec tout un système de fermeture qui est assez bien visible, pas forcément sur cette photo, je m'en excuse. Voilà. Et en 2024, se sont poursuivis aussi des relevés sur les courtines, en particulier la courtine nord, qui était complètement, qu'on n'avait jamais vue, qui était donc en dessous de la basse-cour, et qui était complètement envahie de végétation. Et puis des parties de courtine aussi avec des appareils assez différents dont on ne comprend pas encore bien le sens. On a également sur la partie donc un petit peu plus au sud commencé à dégager la courtine et un angle de bâtiment qui s'appuie sur la courtine et qui avance donc vers la haute cour dont je vous disais tout à l'heure qui restait encore une énigme pour nous. Donc, ayant travaillé pas mal sur les remparts cette année, je vais citer la première collaboration, je vais dire, avec le service archéologique de la ville d'Autun, et en particulier Antoine Belot, qu'on a entendu ce matin sur un autre sujet, qui a donc fait d'abord au sol et ensuite par drone des relevés photogrammétriques des courtines. Et une des perspectives d'étude serait de faire vraiment ça de façon systématique pour avoir un relevé uniformisé de l'ensemble des maçonneries. On a aussi une autre piste d'étude qui serait de faire, avant tout sondage dans la haute cour, un travail de prospection géophysique
Bon, pour nous, association, ça suppose qu'on déblaye, c'est le lieu de stockage de toutes nos pierres. Donc, ça suppose qu'on les bouge un peu, mais ce serait quelque chose de tout à fait intéressant aussi, puisque si on prend dans les archives, en particulier les fameux livres de comptes établis, pour le duc de Bourgogne, au milieu du XIVe, on a cité des bâtiments dont on n'a jamais trouvé de traces. J'évoquais tout à l'heure la chapelle, on ne sait pas où elle est, mais aussi on a une deuxième tour, on a une salle entre deux tours, une salle pour stockage de grains. Bon, tout ça, on ne sait pas bien où c'est, donc c'est vrai que ce serait sans doute intéressant de poursuivre. Voilà. Alors merci pour cette très belle présentation. Ça me donne vraiment hâte de venir visiter en fait ce château que je n'ai encore jamais vu de près. J'y passe souvent devant pour aller au Beuvray, mais puis je suis très heureux en fait de cette collaboration naissante en fait entre le service archéologique et le travail d'Antoine, avec la perspective qu'il peut donner en fait sur votre château. Donc voilà. Donc merci pour cette belle présentation et puis la voie de la sagesse sur l'acquisition photogrammétrique et la mise en place de prospection géophysique qui permettent déjà dans un premier temps, avant peut-être de reproposer des sondages à l'avenir, de faire un état des lieux sur ce qu'on peut connaître sans abîmer en fait le sous-sol. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. En fait, j'imagine qu'il y a des questions complémentaires en fait dans la salle. Oui, écoutez, vous êtes tous cordialement invités à venir voir sur place parce que ma présentation s'appuyait sur beaucoup d'images, mais c'est encore différent. Et quelles sont un petit peu une petite idée du calendrier en fait à venir? Donc je crois qu'on doit un petit peu se voir peut-être début janvier pour discuter justement des perspectives, de tout ça. Peut-être même avant. Ou peut-être avant, je ne sais pas, mais vous avez un petit calendrier On se donne un peu, là je vais regarder aussi du côté de Gilles Audoin, on se donne un peu l'année 2025 pour faire une proposition de programme. Gaëtan termine la rédaction et la soutenance de sa thèse en 2025. Donc, on a effectivement le souhait d'avoir un après et de continuer le partenariat qu'on a. Donc, tu viens d'évoquer le nouveau partenariat qu'on va sans doute mettre en place entre nous, mais continuer le partenariat qu'on a depuis le début avec le CECAB et également avec l'Université Bourgogne-Franche-Comté, en particulier l'UMR Artis, tout à fait, pardon. Mais il y a peut-être des perspectives à voir en fait dans ce cadre-là pour les prospections géophysiques, par exemple. Voilà, à définir en tout cas. J'avais une question. Il y a une question? Je ne sais pas si on m'entend, oui. J'ai deux petites questions sur Voto. La première, c'est il y a du mobilier qui a été trouvé donc en fouille. Est-ce que ça nous donne des indications chronologiques sur avant le XIIIe siècle? Ça, c'est la première question. Et puis, deuxièmement, les données LIDAR permettent-elles d'identifier la présence autour du château d'un habitat de maisons normales, plus modeste en fait. Ouais, voilà. Alors, sur la première question, non, pas à ma connaissance avant le XIIIe. Première mention écrite 1209 concerne l'entretien d'une chapelle, donc qui était déjà préexistante au minimum avant 1209, mais c'est la seule mention qu'on ait. On a un rempart polygonal sur l'extérieur qui peut évoquer des constructions qui peuvent remonter au XIIe, mais ça, c'est vraiment de l'ordre de l'hypothèse. On n'a aucune espèce de certitude là-dessus. Donc, par prudence, je pense que tous, et l'association en tout cas, on ne mentionne que ce dont on est sûr. Donc, on est sûr du XIIIe. Le XIIe, c'est beaucoup plus aléatoire. Sur la deuxième question,
à proximité du château, vous l'avez peut-être aperçu sur certaines photos, mais c'est pas sûr, il y a effectivement un hameau de Vauteau. Donc on a, dès le départ, je vous ai dit, dans les années 1250-60, on a une description, certaines informations sur le fief qui comptait une vingtaine de mets, mais ça peut être un petit peu plus éloigné. Par exemple, on sait que le moulin était au hameau actuel de la Corvée, sur le Mécher, donc c'est à, je ne sais pas, 1,5 km, 2 km du château lui-même. Et le hameau de Vauteau, on a vraiment, qui est à proximité immédiate, on a des informations uniquement à partir de la fin 16e, début 17e. Il y avait en particulier un pigeonnier du 17e à double lanternon qui, malheureusement, le propriétaire, y voyant un problème de sécurité et de responsabilité, puisque bien sûr, il ne trouvait personne pour l'assurer. Et je vous ai dit que c'était souvent un lieu de visite et c'était surtout un terrain de jeu pour tous les gamins du coin. En 1975, il l'a fait exploser. Très sincèrement, quand je disais tout à l'heure que le livre du CECAB sur Vauteau avait été une sorte de déclencheur de prise d'intérêt, on n'est pas loin de se dire que peut-être qu'un jour, s'il y avait un pan de mur qui s'était effondré et que le propriétaire avait pris de nouveau peur par rapport à la sécurité des personnes, peut-être qu'il aurait subi le même sort que le pigeonnier. Donc, j'ai pas beaucoup d'éléments pour te répondre sur l'habitat autour. A priori, j'allais dire, les prospections que tu as pu faire à une époque peuvent peut-être plus y répondre. Non ? Pas dans ce bois, justement, mais sur le lidar, ce sera une piste pour plus tard. Du coup, oui, il y a quelqu'un qui a étudié le mobilier céramique, notamment, en fait, de tes fouilles. Oui. C'est avec... Tu donnes le micro ? Oui, Gilles va répondre parce que c'est effectivement un certain nombre de gens du CECAB ou Valentin Chevassus, par exemple, pour les monnaies, ou Michel Mertens, qui est à côté d'ailleurs. Il y a eu plusieurs intervenants qui ont étudié le mobilier archéo, mais il n'y a rien de très, très caractéristique. Quelques monnaies, un peu de mobilier métallique et de la céramique, mais bon, 13e et surtout plutôt 16e, 15e, 16e. Quoi. Voilà. Mais, un petit morceau de vitrail. Alors, Anne-Lise Bugnon, je crois, pour la céramique. Enfin, bon, je n'ai pas tous les noms des personnes qui ont fait ces études. Mais c'est essentiellement l'étude qui a été trouvée lors des fouilles. Voilà. En prospection sur le terrain, il n'y a pas eu grand-chose de trouvé. Bien. Si vous Parfait. avez des questions. Je ne pense pas qu'il y ait de questions complémentaires, donc je vais appeler... Alors.